Bonjour tout le monde, Mustapha est ici. Aujourd'hui, nous allons réviser toute la grammaire pour le niveau A2. Hello everyone, welcome to this video on Mustapha Teaches French. Today we are going to learn all the French grammar you need for A2 level. This video is in French, but don't worry, the examples will have English translations to help you understand better. If you are a beginner or want to review your French skills, this video is perfect for you. Let's get started and learn French together. Le présent de l'indicatif habitude et état. Le présent de l'indicatif est utilisé pour exprimer des actions habituelles, ça veut dire ce que vous faites tous les jours, ou des faits qui se produisent régulièrement, ainsi que c'est également des états permanents ou temporaires. C'est l'un des temps les plus couramment utilisés en français. Allons voir ce qui est le présent de l'indicatif. Ici, nous avons le premier emploi du présent de l'indicatif. 1. L'usage pour décrire des habitudes, ce que vous faites régulièrement. Quand on parle de ce que l'on fait régulièrement, on utilise le présent de l'indicatif. C'est le temps utilisé pour exprimer des habitudes ou des actions répétées. Par exemple, je bois du café tous les matins. I drink coffee every morning. Ils vont au marché chaque samedi. They go to the market every Saturday. Nous lisons le journal tous les jours. We read the newspaper every day. Numéro 2. Usage pour décrire un état. Le présent de l'indicatif est aussi utilisé pour décrire des états permanents. Caractéristiques, goût, ça veut dire ce que vous aimez, vous n'aimez pas, sentiment. Ou temporaire, ça veut dire ce qui change, ce que l'on ressent ou pense à un moment donné. Par exemple, elle est très gentille. She is very kind. Je suis fatigué aujourd'hui. I'm tired today. Nous avons froid parce qu'il fait froid dehors. We are cold because it's cold outside. Formation de présent de l'indicatif. Maintenant, comment on peut conjuguer les verbes au présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif est formé en ajoutant des terminaisons spécifiques, ça veut dire les lettres à la fin du verbe, aux radicaux des verbes. Voici comment les terminaisons sont généralement appliquées pour les trois groupes de verbes. Pour les verbes en ER, ce qu'on appelle les verbes du premier groupe, comme parler, manger, nous avons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Si je veux lire la conjugaison, ce sera comme ça. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Pour les verbes en IR, comme finir, choisir, ok, les verbes du deuxième groupe, nous avons IS à la fin, IS, IT, ils sont, IC, IS. Voici la conjugaison. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Pour les verbes en RE, pas pour tous les verbes en RE, mais pour beaucoup de verbes en RE, comme attendre, vendre, nous avons S, S. Pour il, elle, nous n'avons rien. Pour nous, c'est ENS, vous, EZ, et il, elle, ENT. Mais faites attention, ENT, à la troisième personne du pluriel, pour le présent de l'indicatif, n'est pas prononcé. J'attends, tu attends, il attend, elle attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent, elles attendent.
Mais parfois, les verbes n'ont pas seulement un radical. Ils ont plusieurs bases. Et les verbes à 1, 2 et 3 bases. En français, les verbes peuvent avoir 1, 2 ou 3 bases différentes pour leur conjugaison au présent de l'indicatif. Comprendre cette distinction est essentielle pour bien conjuguer les verbes. Les verbes à une base. Les verbes à une base utilisent la même racine, le même radical pour toutes les personnes du singulier et du pluriel. C'est-à-dire rien ne change. Ces verbes sont réguliers et suivent un schéma de conjugaison simple. Exemple de verbe à une base, ça veut dire seulement vous avez une racine, vous prenez la racine pour toute la personne et après vous ajoutez les terminaisons. Voici l'exemple pour le verbe parler. Je parle, tu parles, il parle, elle parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Vous voyez la traduction. Dans ce cas, la base parle reste la même pour toutes les fois. Ici, nous avons finir. Je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Ici, la base fine est utilisée pour toutes les verbes. Seulement, on ajoute les terminaisons avec une petite variation pour nous. Les verbes à 2 bases. Parfois, nous avons des verbes à 2 bases. Les verbes à 2 bases utilisent 2 racines différentes pour leur conjugaison au présent de l'indicatif. Ces verbes changent souvent de racine entre le singulier et le pluriel. Exemple de verbe à 2 bases. Le verbe voir, tu sais, je vois, tu vois, il voit. Vous savez que c'est un verbe de 3e groupe. Nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Pour voir, les bases sont 2. Nous avons VOI pour je, tu, il, elle, singulier, il, elle, pluriel, mais VOY pour nous et vous. Pour le verbe acheter, c'est un verbe du premier groupe, mais faites attention. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. La base achète avec E accent grave est utilisée pour je, tu, il, elle singulier et il, elle pluriel. Tandis que la base achète ou achète est utilisée pour nous et vous. On peut dire nous achetons, vous achetez ou nous achetons ou vous achetez. Mais parfois nous avons les verbes à 3 bases. Certains verbes ont 3 bases différentes, changeant entre le singulier certaines formes du pluriel et d'autres formes du pluriel. Regardons l'exemple de verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Prendre, c'est-à-dire to take. Pour prendre, nous avons 3 bases différentes. Prends pour je, tu, il, elle, ça veut dire singulier. Prenne pour nous et vous, mais prenne pour il, elle. Je répète une autre fois la conjugaison du verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Le verbe venir, un autre exemple. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Pour venir, il y a également 3 bases. Viens pour je, tu, il, elle. Venent pour nous, vous. Viennent pour il, elle au pluriel. Les verbes réfléchis en français. Les verbes pronominaux en français, réfléchis et réciproques, ce qui est pour le niveau A2, nous avons un emploi passif, mais on va apprendre au niveau B1. Les verbes pronominaux en français sont des verbes accompagnés d'un pronom réfléchi. Ça veut dire pour je, nous avons me, te pour tu, ce pour il, elle, nous pour nous, vous pour vous, ce pour il, elle au pluriel, qui indique que l'action est dirigée vers le sujet lui-même ou entre les sujets. Ça veut dire, on peut dire que le sujet et objet, c'est
la même personne. Il existe deux principaux types de verbes pronominaux. En fait, c'est trois, mais ici, pour le niveau ado, on va étudier deux. Les verbes réfléchis et les verbes réciproques. Mais c'est quoi la différence? Les verbes réfléchis. Les verbes réfléchis indiquent que le sujet fait l'action sur lui-même. Autrement dit, le sujet et l'objet de l'action sont la même personne. Exemple de verbe réfléchi. Par exemple, le verbe se lever. Je me lève à 7 heures. I get up at 7 o'clock. Il se lève tôt tous les jours. They get up early every day. Par exemple, s'habiller. Elle s'habille rapidement. She gets dressed quickly. Nous nous habillons pour la fête. We get dressed for the party. Dans ces exemples, le pronom réfléchi, me, te, ce, nous, vous, ce, montre que l'action est effectuée par le sujet sur lui-même. Numéro 2, différence entre lever et se lever. Mais quelle est la différence? Nous avons le verbe lever et se lever. Pour illustrer l'usage des verbes réfléchis, regardons la différence entre lever et se lever. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui change quand on ajoute un pronom réfléchi? Lever est un verbe transitif qui signifie soulever ou élever quelque chose, par exemple, soulever. Ou quelqu'un d'autre. Il nécessite un objet direct. Ça veut dire on doit avoir toujours un objet direct. Transitif, ça veut dire nous avons besoin d'un objet. Direct, ça veut dire son préposition. Exemple de lever, je lève la main, I raise my hand. Il lève la table, he lifts the table. Ici, lever est utilisé pour montrer que l'action est exercée sur un objet extérieur, la main, la table. Mais, se lever est un verbe réfléchi qui signifie se mettre debout ou sortir du lit. L'action est réalisée par le sujet sur lui-même, par un autre objet, sans objet direct. Exemple de se lever. Je me lève à 7 heures. I get up at 7 o'clock. Il se lève tôt tous les jours. They get up early every day. Dans ces phrases, se lever montre une action que le sujet fait pour lui-même. Les verbes réciproques, c'est-à-dire quoi? Les verbes réciproques indiquent une action mutuelle entre deux ou plusieurs sujets. Mutuelle. Chaque sujet fait l'action l'un envers l'autre ou réciproquement. Exemple de verbe réciproque. Se rencontrer, to meet each other. Nous nous rencontrons au café. Ça veut dire we meet each other at the cafe. Ils se rencontrent chaque semaine. They meet each other every week. Se regarder. Les deux amis se regardent avec étonnement. The two friends look at each other with astonishment. Ils se regardent dans le miroir. They look at themselves in the mirror. Ici, le contexte rend se regarder réfléchi plutôt que réciproque. Dans ces exemples, les pronoms réfléchis nous, vous, ce sont utilisés pour indiquer que l'action est réciproque. Chaque sujet, c'est-à-dire effectue l'action envers l'autre. Conjugaison des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Pour conjuguer les verbes pronominaux, réfléchis ou réciproques, la conjugaison c'est pas différent. Au présent de l'indicatif, on suit les mêmes étapes. Numéro 1, choisir le pronom réfléchi approprié en fonction du sujet.
Ça veut dire me, te, ce, nous, vous, ce. Conjuguer le verbe principal normalement, ça veut dire la conjugaison ici, ce n'est pas différent. Seulement, on ajoute un pronom réfléchi, placer le pronom réfléchi avant le verbe conjugué. Exemple avec se rencontrer. Je me rencontre, c'est pas possible parce que se rencontrer, c'est réciproque. Mais regardons pour nous, vous et il. Réciproque, généralement, c'est pour les personnes plurielles. C'est pour ça que ici, j'ai écrit rarement utilisé. Nous nous rencontrons, vous vous rencontrez, ils se rencontrent. Pourquoi utiliser des verbes pronominaux? Les verbes pronominaux sont essentiels pour exprimer des actions réciproques ou réfléchies. Normalement, dans des contextes de routine quotidienne, d'interaction sociale ou d'action personnelle. Ils permettent de préciser qui effectue l'action et qui la reçoit, qui effectue l'action, qui la reçoit, ce qui est essentiel pour une communication claire et précise en français. Après, nous arrivons au verbe modaux, ou un verbe modal, plus infinitif. Les verbes que nous allons étudier sont vouloir, pouvoir et devoir. En français, certains verbes dits modaux sont fréquemment utilisés avec un autre verbe à l'infinitif pour exprimer une capacité, une volonté, une nécessité ou une obligation. Les principaux verbes modaux sont vouloir, to want, pouvoir, to be able, to can, et devoir, to have ou must. Vouloir plus l'infinitif. Le verbe vouloir est utilisé pour exprimer une volonté, un désir ou une intention. Lorsqu'il est suivi d'un infinitif, il indique ce que le sujet veut faire. Conjugaison de vouloir au présent de l'indicatif. Je veux, vous savez que vouloir c'est un verbe de troisième groupe, donc vous devez mémoriser la conjugaison. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Exemple avec vouloir plus infinitif. Je veux manger une pizza. I want to eat a pizza. Ici, manger est à l'infinitif et je veux exprime le désir de manger. Ils veulent partir en vacances. They want to go on vacation. Partir est à l'infinitif et ils veulent montrer la volonté de partir. Pouvoir plus infinitif. Le verbe pouvoir est utilisé pour indiquer une capacité ou une permission. Lorsqu'il est suivi d'un infinitif, il montre ce que le sujet est capable de faire ou est autorisé à faire. Conjugaison de pouvoir au présent de l'indicatif, c'est comme ça. Encore, c'est un verbe de troisième groupe. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Ici aussi, pouvoir, c'est un verbe à trois racines. Exemple avec pouvoir plus l'infinitif, je peux nager très bien. I can swim very well. Nager est à l'infinitif et je peux indique la capacité de nager. Vous pouvez entrer maintenant. You can enter now. Entrer est à l'infinitif et vous pouvez exprimer la permission d'entrer. Numéro 3, devoir plus l'infinitif. Le verbe devoir est utilisé pour exprimer une obligation, une nécessité ou une probabilité. Lorsqu'il est suivi d'un infinitif, il montre ce que le sujet doit faire. Conjugaison de devoir au présent de l'indicatif. C'est je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Encore un verbe à trois racines. Exemple avec devoir plus infinitif. Je dois étudier ce soir. I have to study tonight. Étudier est à l'infinitif et je dois indique une obligation de le faire. Nous devons partir maintenant. We must
leave now. Partir est à l'infinitif et nous devons montrer la nécessité de partir. Le passé composé exprimait un événement dans le passé. C'est un terme très très important dans la langue française. Le passé composé est un terme du passé très utilisé en français pour parler d'actions ou d'événements qui se sont produits à un moment précis dans le passé et qui sont terminés. C'est un terme composé, ce qui signifie qu'il est formé de deux éléments. Un auxiliaire. L'auxiliaire dans la langue française, c'est toujours être ou avoir, conjugué au présent, et le participe passé du verbe principal. Je vais tout expliquer. Formation du passé composé. Pour former le passé composé, il faut d'abord conjuguer l'auxiliaire avoir ou être. Avoir, c'est j'ai, toi, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Être, c'est je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont au présent. Ajoutez le participe passé du verbe principal. Par exemple, avec l'auxiliaire avoir, j'ai mangé, I ate, ou I have eaten. Nous avons fini, we finished, ou we have finished. Avec l'auxiliaire être, utilisé avec les verbes pronominaux et certains verbes de mouvement ou de changement d'état. Il est allé, she went ou she has gone. Ils sont partis, they left ou they have left. Maintenant, quel verbe utilise l'auxiliaire être? Les verbes qui utilisent être comme auxiliaire. Les verbes qui se conjuguent avec être au passé composé incluent tous les verbes pronominaux, sans exception, comme se laver, s'amuser, et un certain nombre de verbes de mouvement ou de changement d'état. Pour se souvenir de ces verbes, on utilise souvent l'acronyme Dr. and Mrs. Van der Trump, qui représente les verbes conjugués avec être. C'est quoi? D, c'est pour un verbe. R, c'est pour un verbe. M, c'est pour un autre verbe. Au passé composé. Voici ce que chaque lettre de cet acronyme signifie. D, le verbe devenir. To become. Exemple, elle est devenue médecin. She became a doctor. R, revenir. Exemple, ils sont revenus tard. They came back late. M, monter, to go up, to climb. Elle est montée à l'étage. She went up to the floor. R, rentrer. Exemple, il est rentré à la maison. He returned home. S, sortir. To go out. Vous êtes sorti hier soir. You went out last night. V, venir. Ça veut dire to come. Ils sont venus à la fête. They came to the party. A, aller, to go. Elle est allée au cinéma. She went to the cinema. N, naître, to be born. Elle est née en 2000. She was born in 2000. Je ne sais pas, mon anglais n'est pas très bien. Descendre, to go down. Ils sont descendus à la cave. They went down to the cellar. E, entrer, to enter. Je suis entré dans la pièce. I entered the room. Retourner, to return, to go back. Je suis retourné à Paris. I returned to Paris. T, tomber. Elle est tombée dans l'escalier. She fell on the stairs. R, rester, to stay. Nous sommes restés à la maison. We stay at home. A, arriver, to arrive. Nous sommes arrivés à l'heure. We arrived on time. M, mourir, to die. Il est mort l'année dernière. He died last year. P, partir, to leave. Il est parti ce matin.
He left this morning. Ces verbes ainsi que leurs formes pronominaux, comme se réveiller, s'habiller, utilisent être comme auxiliaire pour la formation du passé composé. Mais accord du participe passé avec être. Lorsque les verbes se conjuguent avec être au passé composé, seulement avec être, le participe passé doit s'accorder en genre masculin féminin, en nom singulier pluriel avec le sujet du verbe. Exemple, elle est allée au parc. She went to the park. Vous voyez, on a ajouté un E à la fin de aller pour dire que elle est féminin. Ils sont partis en vacances. On a ajouté S parce que c'est masculin pluriel. They left on vacation. Nous sommes arrivés à l'heure. We arrived on time. Nous avons ajouté ES parce que nous, c'est féminin pluriel. Utilisation du passé composé. Le passé composé est utilisé pour décrire un événement ou une action unique dans le passé. J'ai visité Paris l'année dernière. I visited Paris last year. Des événements successifs dans le passé. Elle a pris le bus, est descendue à l'école et a rencontré ses amis. Ça veut dire une série d'actions. She took the bus, got off at school, and met her friends. Une action répétée dans le passé, mais c'est très important, avec un nombre précis de fois. Il a téléphoné 3 fois hier soir. Le participe passé. Mais maintenant, comment on fait? On sait que quelques verbes, c'est avec être. L'auxiliaire, c'est être. Le reste, c'est avec avoir. Mais maintenant, comment on forme le participe passé? Le passé composé est un terme utilisé en français pour parler d'actions ou d'événements qui se sont produits et qui sont terminés dans le passé. Pour former le passé composé, on utilise un auxiliaire, avoir ou être, conjugué au présent, suivi du participe passé du verbe principal. Formation du participe passé. Le participe passé est la forme du verbe utilisé avec un auxiliaire pour former des termes composés comme le passé composé. La formation du participe passé dépend du groupe auquel appartient le verbe. Verbe du premier groupe, verbe en ER. On forme le participe passé en remplaçant ER par E accent aigu. C'est facile. Exemple, manger, manger. La prononciation est identique. Parler, parler. Aimer, aimer. Verbe du deuxième groupe, verbe en IR qui sont réguliers. On forme le participe passé en remplaçant IR par I seulement. Finir, fini. Choisir, choisi. Réussir, réussi. Verbe du troisième groupe, verbe en RE, IR, irrégulier et autres verbes. La formation du participe passé est souvent irrégulière et doit être mémorisée. Exemple, prendre, pris. Mettre, mis. Voir, vu. Boire, bu. Faire, fait. Être, été. Avoir, eu. Utilisation de participe passé avec les auxiliaires avoir et être. Avec l'auxiliaire avoir, la majorité des verbes se conjuguent avec avoir. Le participe passé suit simplement l'auxiliaire. J'ai mangé un gâteau. Ça veut dire vous ne changez pas le participe passé. I ate a cake. Nous avons fini nos devoirs. We finished our homework. Avec l'auxiliaire être utilisé avec les verbes pronominaux et certains verbes de mouvement et de changement d'état, le participe passé s'accorde avec le sujet. Ça veut dire si le sujet est féminin, on ajoute un E. Si le sujet est au pluriel, on ajoute un S. Elle est allée à l'école. She went to school. Vous voyez, nous avons ajouté un E à la fin. Ils sont venus hier soir. They came last night. Nous avons ajouté un S parce que il, c'est masculin pluriel. Les participes passés des verbes irréguliers courants. Avoir, eu, être, été, faire, fait, prendre, pris, mettre, mis, voir, vu, boire, bu, lire, lu, écrire, écrit, dire, dit, pouvoir, pu, vouloir, voulu, devoir, dû.
Mais l'imparfait a un autre terme important du passé, d'écrire dans le passé. L'imparfait est un terme du passé utilisé en français pour décrire des actions habituelles, des états ou des situations en cours dans le passé. Contrairement, c'est très important, au passé composé qui est utilisé pour les actions ponctuelles et terminées, l'imparfait est souvent utilisé pour peindre un tableau plus large d'une situation ou d'un contexte dans le passé. Utilisation de l'imparfait. L'imparfait est principalement utilisé dans les cas suivants. Désolé. Pour décrire un contexte, un arrière-plan ou un état dans le passé. On l'utilise pour donner des informations de fond, comme la météo, l'heure, les sentiments ou l'apparence, ce qui n'est pas principal. Exemple, il faisait beau ce jour-là. The weather was nice that day. Il y avait beaucoup de monde au marché. There were a lot of people at the market. Il était très fatigué après son voyage. He was very tired after his trip. Pour exprimer des actions habituelles et répétitives dans le passé, ce que vous avez fait régulièrement, des actions qui se produisent régulièrement ou de manière habituelle. Exemple, quand j'étais enfant, je jouais dans le parc tous les jours. When I was a child, I used to play in the park every day. Tous les soirs, nous regardions la télévision après le dîner. Every evening, we watched TV after dinner. Pour décrire des actions simultanées, des actions qui se déroulaient en même temps dans le passé. Elle lisait un livre pendant que je faisais la cuisine. She was reading a book while I was cooking. Ils jouaient au football et nous parlions sur le banc. They were playing football and we were talking on the bench. Formation de l'imparfait. Pour former l'imparfait, on utilise le radical de la première personne du pluriel, nous au présent de l'indicatif. Puis, on ajoute les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ONT. Exemple avec le verbe parler. Je parlais, which means I was speaking, I used to speak. Tu parlais, il parlait, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. Exemple de verbe courant à l'imparfait. Être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Exemple, il était une fois. Once upon a time. Nous étions très heureuses ensemble. We were very happy together. Avoir, to have, j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Il y avait beaucoup de fleurs dans le jardin. There were a lot of flowers in the garden. J'avais un chien quand j'étais petit. I had a dog when I was little. Faire, je faisais, tu faisais, il faisait, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait, elle faisait. Exemple, il faisait très chaud, très froid cet hiver-là. It was very cold that winter. Nous faisions toujours nos devoirs ensemble. We always did our homework together. Différence entre imparfait et passé composé. L'imparfait est utilisé pour décrire des actions ou des états en cours dans le passé, des actions habituelles ou répétées ou pour donner un contexte général. Le passé composé est utilisé pour des actions ponctuelles, terminées ou des événements qui ont eu lieu à un moment précis dans le passé. Exemple combiné.
Quand je suis arrivé à la maison, il pleuvait. When I arrived home, it was raining. Je suis arrivé au passé composé car il s'agit d'un événement ponctuel. Il pleuvait et à l'imparfait car il décrit le contexte d'une action en cours. Le passé récent avec venir de. Le passé récent en français est utilisé pour exprimer une action qui vient tout juste de se produire. Pour former dans le passé récent, on utilise le verbe venir conjugué au présent suivi de la préposition de et d'un verbe à l'infinitif. Cette construction permet d'indiquer qu'une action s'est déroulée très récemment, juste avant le moment où l'on parle. Formation du passé récent. Pour former le passé récent, on suit cette structure. Venir de plus infinitif du verbe principal. Je viens de manger, c'est-à-dire I just ate. Nous venons de finir nos devoirs, we just finished our homework. Il vient d'arriver, they just arrived. Conjugaison de venir au présent. Pour utiliser le passé récent, il est important de savoir conjuguer le verbe venir au présent. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Exemple avec venir de. Je viens de terminer ce livre. I just finished this book. Tu viens de partir, mais tu as oublié ton sac. You just left, but you forgot your bag. Il vient de se réveiller. He just woke up. Usage du passé récent. Le passé récent est utilisé pour exprimer une action qui vient de se produire. On utilise cette construction pour indiquer que quelque chose s'est passé. Il y a très peu de temps. Exemple. Il vient de recevoir un appel important. She just received an important call. Nous venons de rentrer de vacances. We just came back from vacation. Indiquer une action qui est immédiatement suivie d'une autre. Le passé récent peut être utilisé pour montrer que deux actions se succèdent rapidement. Il vient de partir et déjà il a oublié son portefeuille. He just left and already he forgot his wallet. Différence entre le passé récent et le passé composé. Le passé récent venir de est utilisé pour indiquer que l'action s'est passée tout juste avant le moment présent. Il exprime la proximité temporelle avec le moment de l'énonciation. Le passé composé est utilisé pour parler d'actions passées terminées, mais sans la notion de récence que le passé récent apporte. Comparaison. Je viens de manger, ça veut dire I just ate. Cela signifie que l'action de manger s'est terminée il y a quelques instants à peine. Mais j'ai mangé, I ate, I have eaten. Ici, l'action est terminée dans le passé, mais il n'y a pas d'indication sur le moment exact. Il peut y avoir une heure, un jour, etc. Le futur proche. Exprimer un événement proche dans le temps. Le futur proche est un temps verbal en français utilisé pour parler d'actions ou d'événements qui vont se produire dans un futur très proche, pas loin, ou d'événements qui vont se produire dans un futur très proche, généralement imminent. Il est souvent utilisé pour des plans ou des actions qui sont sur le point d'arriver. La structure du futur proche est similaire à celle du futur simple, mais elle est plus informelle et courante dans la conversation quotidienne. Formation du futur proche. Pour former le futur proche, on utilise le verbe aller conjugué au présent, suivi de l'infinitif ou du verbe principal. Aller conjugué au présent plus infinitif du verbe principal. Exemple.
Je vais manger. I'm going to eat. Nous allons partir demain. We are going to leave tomorrow. Ils vont regarder un film ce soir. They are going to watch a movie tonight. Conjugaison de aller au présent. Pour utiliser le futur proche, il est essentiel de savoir conjuguer le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Exemple avec aller plus infinitif, which means futur proche. Je vais travailler sur ce projet ce week-end. I am going to work on this project this weekend. Tu vas visiter ta famille bientôt. You're going to visit your family soon. Il va se reposer après le travail. He's going to rest after work. Usage du futur proche. Le futur proche est utilisé dans les contextes suivants. Pour exprimer une action qui est sur le point de se produire. Cela indique que l'événement est prévu pour un futur très proche. Exemple. Elle va préparer le dîner dans quelques minutes. She's going to prepare dinner in a few minutes. Nous allons commencer la réunion bientôt. We are going to start the meeting soon. Pour exprimer des intentions ou des projets futurs. Indique une intention ou une action que le locuteur prévoit de faire. Exemple. Ils vont acheter une nouvelle voiture cette année. They're going to buy a new car this year. Vous allez étudier en France l'année prochaine. You're going to study in France next year. Différence entre le futur proche et le futur simple. Le futur proche, aller plus infinitif, est utilisé pour des actions qui sont sur le point de se produire ou des plans immédiats. Il donne un sens de proximité et d'imminence. Le futur simple est utilisé pour parler d'événements plus éloignés dans le futur ou pour des actions futures moins certaines. Comparaison. Je vais manger maintenant. I'm going to eat now. Utilisé pour une action qui va se produire dans un futur immédiat. Je mangerai demain. I will eat tomorrow. Utilisé pour parler d'une action qui se déroulera dans le futur sans la même immédiateté. Utilisation de futur proche pour un futur plus ou moins lointain. Bien que le futur proche soit souvent utilisé pour parler d'événements très proches, il peut aussi être utilisé pour des événements plus éloignés dans le temps, notamment lorsque l'on exprime une intention ou un plan décidé. Exemple, nous allons déménager dans 3 mois. We're going to move in 3 months. Ils vont se marier l'année prochaine. They are going to get married next year. Donc, c'est un plan décidé. On est sûr. Le futur simple, exprimer les projets d'avenir. Le futur simple est un temps verbal en français utilisé pour parler d'événements ou d'actions qui se produiront dans le futur. Contrairement au futur proche, qui exprime des actions imminentes ou des plans immédiats, le futur simple est souvent utilisé pour des projets à long terme, des prédictions, des événements futurs plus éloignés. Il permet de décrire des intentions, des promesses, des hypothèses ou des faits à venir. Formation du futur simple. Pour former le futur simple, on ajoute des terminaisons spécifiques à l'infinitif du verbe pour les verbes réguliers, des premiers ou deuxième groupe, ou à la base irrégulière pour les verbes du troisième groupe. Les terminaisons du futur simple sont toujours les mêmes pour tous les verbes. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Exemple avec le verbe parler. Je parlerai, tu parleras,
Il, elle, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Exemple avec le verbe finir. Je finirai, tu finiras, il finira, elle finira, on finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. Verbe irrégulier au futur simple. Certains verbes ont des bases irrégulières au futur simple. Voici quelques exemples de verbes irréguliers et leurs formes au futur simple. Être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Avoir. J'aurai, tu auras, il aura, on aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Aller. J'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront, elles feront. Le verbe pouvoir, to be able to. Je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront, elles pourront. Le verbe venir, je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Voir, to see, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Savoir, to know, je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Faites attention à la différence entre le verbe être et savoir au futur simple. Pour le verbe être, on dit je serai, mais pour savoir, c'est je saurai. Usage du futur simple. Le futur simple est utilisé pour exprimer des projets ou des intentions d'avenir. Utilisé pour parler de ce que quelqu'un prévoit de faire à l'avenir. Je voyagerai en Europe l'année prochaine. I will travel to Europe next year. Nous achèterons une nouvelle maison bientôt. We will buy a new house soon. Faire des prédictions ou des suppositions sur l'avenir indique ce que l'on pense ou espère qu'il arrivera. Exemple, il pleuvra demain. It will rain tomorrow. Ils réussiront leur examen. They will pass their exams. Exprimer une personne ou une certitude. Utilisé pour des engagements fermes. Exemple. Je te promets que je t'aiderai. I promise that I will help you. Vous verrez, tout ira bien. You will see, everything will be fine. Différence entre le futur simple et le futur proche. Le futur simple est utilisé pour des actions futures qui ne sont pas forcément imminentes. Il est plus formel et utilisé pour parler de projets de long terme, de prédictions ou d'actions futures hypothétiques. Le futur proche est utilisé pour des actions qui vont se produire très bientôt ou pour des plans immédiats. Il est souvent plus informé et utilisé dans la conversation quotidienne. Comparaison. Je vais étudier ce soir. I'm going to study tonight. Utilisé pour une action planifiée imminente. J'étudierai à l'université l'année prochaine. I will study at the university next year. Utilisé pour un projet d'avenir plus lointain ou formel. L'interrogation. Adjectif et pronom interrogatif. En français, les questions peuvent être posées à l'aide d'adjectifs interrogatifs ou de pronoms interrogatifs. Ces outils permettent de demander des informations précises sur une personne, une chose ou un choix parmi plusieurs options. Les adjectifs interrogatifs, quels? La prononciation, c'est identique pour toutes les 4 formes. Les adjectifs interrogatifs sont utilisés pour poser des questions sur un nom spécifique. Ils s'accordent en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel avec le nom auquel ils se rapportent. Ça veut dire si le nom masculin, adjectif masculin, féminin, féminin, singulier, singulier, pluriel, pluriel. Les adjectifs interrogatifs sont quel,
vous voyez, la prononciation c'est identique, mais seulement à l'écrit ils sont différents, which means which. En anglais, tous ces 4 formes veut dire which. Exemple d'utilisation. Quel film veux-tu voir? Which movie do you want to see? Quel masculin? Parce que film masculin. Quelle couleur préfères-tu? Which color do you prefer? Couleur et féminin singulier. Quel livre as-tu lu cette année? Which books have you read this year? Livre et masculin pluriel. Quelles chaussures vas-tu porter? Which shoes are you going to wear? Chaussures et féminin pluriel. Les pronoms interrogatifs. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Les pronoms interrogatifs sont utilisés pour poser des questions lorsque le nom est sous-entendu ou connu du contexte. Ils servent à demander un choix parmi plusieurs options possibles. Ça veut dire cette fois-ci, on ne répète pas le nom, on le remplace avec un pronom interrogatif. Les pronoms interrogatifs sont lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Exemple d'utilisation. Lequel de ces tableaux préfères-tu? Which one of these paintings do you prefer? On demande de choisir parmi plusieurs tableaux. Tableau est masculin pluriel, mais le choix singulier est lequel. Laquelle de ces idées te semble la meilleure? Which one of these ideas seems the best to you? On demande de choisir parmi plusieurs idées. Idée est féminin au pluriel, mais le choix singulier est laquelle. Lesquels de ces candidats ont été sélectionnés? Which ones of these candidates have been selected? On demande de choisir parmi plusieurs candidats. Candidat est masculin pluriel. Lesquelles de ces prépositions as-tu retenu? Which ones of these proposals have you retained? On demande de choisir parmi plusieurs propositions. Proposition est féminin pluriel. Différence entre adjectif et pronom interrogatif. Adjectif interrogatif, quel? Ces adjectifs interrogatifs sont directement suivis d'un nom et demandent des informations sur ce nom. Ils doivent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Exemple. Quel acteur a remporté le prix? Which actor won the award? Acteur est masculin singulier. Quelles fleurs sont tes préférées? Which flowers are your favorites? Fleurs est féminin pluriel. Pronom interrogatif, ces pronoms remplacent un nom déjà mentionné ou évident dans le contexte. Ils sont utilisés pour poser des questions sur le choix entre plusieurs éléments. Exemple. Lequel as-tu choisi? Which one did you choose? On sous-entend le choix parmi plusieurs éléments. Lesquels préférez-vous? Which ones do you prefer? On sous-entend le choix parmi plusieurs éléments. Pronom interrogatif avec préposition. Les pronoms interrogatifs lequel, laquelle, lesquels peuvent également être utilisés avec des prépositions pour poser des questions plus précises. Exemple avec préposition. À laquelle de ces conférences vas-tu assister? Which one of these conferences are you going to attend? Duquel de ces films parles-tu? Parce que parler de films. Which of these movies were you talking about? Avec lesquels de tes amis pars-tu en voyage? Parce qu'on voyage avec les amis. With which of your friends are you going on a trip? Les adjectifs en français, la place et accord. Les adjectifs en français sont des mots qui décrivent ou modifient un nom
en apportant des précisions sur ses qualités ou ses caractéristiques. Il s'accorde en genre masculin-féminin et en nombre singulier ou pluriel avec le nombre qu'il qualifie. La place des adjectifs par rapport au nombre est également une caractéristique importante en français. Accord des adjectifs. Les adjectifs doivent s'accorder en genre et en nombre avec le nombre qu'ils modifient. Voici les règles d'accord des adjectifs en fonction du genre et du nombre. Masculin singulier, forme de base de l'adjectif, un chien noir, a black dog. Féminin singulier, on ajoute généralement un E à la fin de l'adjectif masculin. Une fleur noire, a black flower. Masculin pluriel, on ajoute généralement un S à la fin de l'adjectif masculin, des chiens noirs, black dogs. Féminin pluriel, on ajoute ES à la fin de l'adjectif masculin, des fleurs noires, black flowers. Cependant, il y a des exceptions à ces règles générales. Les adjectifs déjà terminés par E masculin singulier ne changent pas au féminin pluriel. Un livre rouge, a red book, une pomme rouge. Vous voyez, rouge ne change pas. Les adjectifs irréguliers peuvent avoir des formes spécifiques. Exemple, beau masculin singulier, belle féminin singulier, beau masculin pluriel, belle féminin pluriel. Ça veut dire que vous devez mémoriser. Place des adjectifs. En français, la place de l'adjectif par rapport au nom qu'il modifie est variable. Les adjectifs peuvent être placés avant ou après le nom selon le type d'adjectif et son usage. Adjectif placé avant le nom. Certains adjectifs courants et courts se placent généralement avant le nom. Ces adjectifs incluent des adjectifs de taille, de beauté, de bonté, d'âge ou de quantité. Une manière de se rappeler de ces adjectifs est le mot B-A-N-G-S, bangs, beauty, age, number, goodness, size. Exemple d'adjectifs placés avant le nom. Petit, small, grand, big, tall, beau, beautiful. Vieux, old, jeune, young. Nouveau, new, bon, good, mauvais, bad, gros, fat, large, joli, pretty. Exemple d'utilisation. Un grand arbre, a big tree, une belle maison, a beautiful house, des jeunes enfants, young children, un vieux livre, an old book. Adjectifs placés après le nom. La majorité des adjectifs en français se placent après le nom. Cela inclut les adjectifs de couleur, de forme, de nationalité et la plupart des adjectifs descriptifs. Exemple d'adjectifs placés après le nom. Rouge, red, intéressant, interesting. Italien, Italian. Rond, round. Grand, tall, after certain nouns. Exemple d'utilisation. Une maison rouge. A red house. Un film intéressant. An interesting movie. Un étudiant français. A French student. Un gâteau délicieux. A delicious cake. Adjectifs qui peuvent changer de sens selon leur position. Certains adjectifs changent de sens selon qu'ils sont placés avant ou placés après le nom. Exemple. Ancien. Un ancien président, a former president. Avant le nom, il signifie précédent. Une maison ancienne, an ancient house. Après le nom, il signifie très vieux. Cher, mon cher ami, my dear friend. Avant le nom, il signifie précieux, cher. Une voiture chère, an expensive car. Après le nom, il signifie couteau. Propre, ma propre chambre, my own room. Avant le nom, il signifie qui appartient à soi. Une chambre propre, a clean room. Après le nom, il signifie non sale. Accords spécifiques et exceptions. Adjectif de couleur. Si l'adjectif de couleur est dérivé d'un nom, comme un orange, marron, il reste invariable. C'est-à-dire, on n'ajoute pas ES. Des yeux marrons.
brown eyes. Adjectif composé. Quand deux adjectifs sont combinés comme bleu clair, ils restent invariables. Des robes bleu clair. Light blue dresses. Adjectif qui précède toujours le nom. Certains adjectifs comme autre, même, quelque se placent toujours avant le nom. Exemple, un autre jour, another day, la même personne, the same person. Les adjectifs possessifs en français. Les adjectifs possessifs en français sont utilisés pour indiquer à qui appartient un objet ou pour montrer une relation de possession. Ils s'accordent en genre, masculin ou féminin, et en nombre. Tous les adjectifs s'accordent avec le nom qu'ils qualifient, et non avec le professeur. Donc ce n'est pas important si je suis un homme ou une femme. Masculin, féminin s'accorde avec le masculin, féminin des objets. Liste des adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs varient selon la personne grammaticale qui possède et s'accordent en genre et en nombre avec le nom possédé. Accord des adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs doivent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Voici comment ils s'utilisent selon le genre et le nom. Pour masculin singulier, si ça veut dire l'objet, si masculin singulier, on utilise mon, ton pour moi, ton pour toi, son pour lui, notre pour nous, votre pour vous, leur pour eux. Exemple, mon frère. Féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Comme vous voyez, pour le pluriel, nous n'avons pas la différence pour masculin et pluriel. Notre, votre, leur. Mais pour singulier, c'est ma, ta, sa. Par exemple, ma sœur, ta sœur, sa sœur, notre sœur, votre sœur et leur sœur. Pour pluriel, on utilise mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Ok, mes amis, my friends, tes amis, your friends, tes idées, your ideas. Remarque. Lorsqu'un nom féminin singulier commence par une voyelle ou un H muet, les adjectifs possessifs ma, ta, sa deviennent mon, ton, son pour faciliter la prononciation. Parce que, par exemple, ma amie féminin, c'est difficile à dire, on dit mon ami. Regardez, exemple, mon ami, naturellement, on devait avoir ma amie. On a dit mon ami, my friend, c'est féminin. Ton histoire, c'est féminin. Au lieu de dire ta histoire, on dit ton histoire, your story. Son idée, his or her idea, au lieu de sa idée. Utilisation des adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs sont utilisés pour indiquer la possession ou la relation entre le possesseur et le nom. Exemple d'utilisation. Mon livre est sur la table. My book is on the table. Livre est masculin singulier, donc mon est utilisé. Ta voiture est rouge. Your car is red. Voiture est féminin singulier, donc ta est utilisé. Ses enfants jouent dans le parc. His or her children are playing in the park. Enfant est pluriel, donc c'est est utilisé. Notre maison est vieille. Our house is old. Maison est féminin singulier, donc notre est utilisé. Vos idées sont intéressantes. Your ideas are interesting. Idée est féminin pluriel, donc vos est utilisé. Leurs amis viennent ce soir. Their friends are coming tonight. Amis est masculin pluriel, donc leur avec S est utilisé. Particularité des adjectifs. Ambiguïté de son, sa, c'est. En français, son, sa, c'est peuvent signifier his, her ou its selon le contexte. Pour clarifier le possesseur, on peut utiliser des expressions comme à lui ou à elle après le nom.
On dit c'est son livre à lui, c'est son livre à elle. Usage avec des noms commençant par une voyelle ou un H muet. On sait que, comme mentionné précédemment, ma tassa devient mon ton pour éviter la rencontre de deux voyelles consécutives. Exemple, mon école, my school, ton idée, your idea, son histoire, his or her story. Les pronoms COD et COI. Les pronoms COD, ça veut dire complément d'objet direct, et COI, complément d'objet indirect, sont des pronoms qui remplacent des noms pour éviter la répétition. Tous les pronoms, c'est pour ça, pour éviter la répétition. Et simplifier la phrase. Leur usage dépend du type de verbe et de la formation du complément dans la phrase. Pronom COD, complément d'objet direct. Les pronoms COD remplacent des noms qui sont des compléments d'objets directs. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire des objets directs d'un verbe. Ça veut dire sans préposition. Un complément d'objet direct reçoit directement l'action du verbe sans préposition. Pour je, nous avons me ou m apostrophe, te, t apostrophe. Pour il, elle, on, nous avons le, la, qui devient l apostrophe devant une voyelle ou un H muet, nous, vous, et pour pluriel, c'est les. Faites attention, pour première personne et deuxième personne du singulier et du pluriel sont identiques avec COI, donc la différence, c'est seulement la troisième personne singulier, ok, et pluriel. Pour singulier, nous avons le, la, les, mais pour pluriel, nous avons les. Exemple d'utilisation des pronoms COD. Je vois Marie, je la vois. C'est-à-dire, I see Mary, I see her. Marie est le COD de voir. La remplace Marie. Et ce n'est pas indirect. Ça veut dire, je ne dis pas je vois un Marie. Tu manges la pomme, tu la manges. You eat the apple, you eat it. La pomme est le COD de manger. La remplace la pomme. Nous regardons le film, nous le regardons. We watch the movie, we watch it. Le film est COD de regarder. Le remplace le film. Pronom COI, complément d'objet indirect. Les pronoms COI remplacent des noms qui sont des compléments d'objet indirects, c'est-à-dire des objets indirects d'un verbe. Un complément d'objet indirect reçoit l'action du verbe indirectement, généralement introduit par une préposition comme a ou do. Ici, mais on va parler de a. Ça veut dire il y a la préposition a. Pronom COI en français, c'est encore me, te, vous voyez, c'est identique, mais troisième personne, c'est différent. Lui, nous, vous, troisième personne plurielle, c'est leur. Exemple d'utilisation des pronoms COI, je parle à Paul, je lui parle. I speak to Paul, I speak to him. À Paul est le COI de parler, lui remplace à Paul. Tu téléphones à Marie, tu lui téléphones. You call Mary, you call her. À Marie est le COI de téléphoner. Lui remplace à Marie. Nous écrivons à nos amis. Nous leur écrivons. We write to our friends. We write to them. À nos amis est le COI de écrire. Leur remplace à nos amis. Les verbes indirects et les pronoms COI. Certains verbes en français nécessitent un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Ces verbes sont appelés verbes indirects car leur complément n'est pas directement relié au verbe, mais passe par une préposition. Ici, c'est à. Exemple de verbes indirects et leur usage avec les pronoms COI. Par exemple, parler à quelqu'un, to speak to someone. Je parle à mon professeur, je lui parle. I speak to my teacher, I speak to him, I speak to her. Téléphoner à quelqu'un, to call someone. Elle téléphone à sa mère, elle lui téléphone. She calls her mother, she calls her. Demander à quelqu'un, to ask someone. Il demande au directeur.
Ils lui demandent. They ask the director. They ask him. Répondre à quelqu'un, to answer someone. Nous répondons aux clients, nous leur répondons. We answer the clients. We answer them. Envoyer à quelqu'un, to send to someone. Je vais envoyer un mail à mes amis. Je vais leur envoyer un mail. I'm going to send an email to my friends. I'm going to send them an email. Différence et utilisation des pronoms COD et COI. Les pronoms COD sont utilisés pour remplacer des compléments d'objet directs sans préposition. Le verbe agit directement sur l'objet. Exemple, je lis le livre, je le lis. I read the book, I read it. Les pronoms COI sont utilisés pour remplacer des compléments d'objet indirects introduits par une préposition, comme à ou de. Le verbe agit indirectement sur l'objet. Il écrit à ses parents, il leur écrit. He writes to his parents, he writes to them. Placement des pronoms COD et COI. Les pronoms COD et COI se placent devant le verbe auquel ils se rapportent. Si le verbe est conjugué à un temps composé, comme le passé composé, le pronom se place avant l'auxiliaire. Exemple, je t'aime, I love you. Il nous a invités, he invited us. Elle leur a téléphoné hier, she called them yesterday. Tu vas me demander le livre, tu vas me donner le livre. Are you going to give me the book? Les pronoms démonstratifs en français. Les pronoms démonstratifs en français sont utilisés pour désigner ou montrer quelque chose ou quelqu'un de manière précise, souvent en remplaçant un nom déjà mentionné ou facilement identifiable dans le contexte. Ils servent à éviter la répétition d'un nom tout en indiquant spécifiquement ce dont on parle. Liste des pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs varient selon le genre masculin ou féminin, le nombre singulier ou pluriel. Ils peuvent également varier pour indiquer la proximité ou l'éloignement dans le temps ou dans l'espace. Pour masculin singulier, nous avons celui, that one, the one. Pour féminin singulier, celle, that one, the one. Masculin pluriel, ce, those, the ones. Féminin pluriel, celle, those, the ones. Utilisation des pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs sont utilisés pour remplacer un nom que l'on veut désigner ou montrer sans le répéter. Ils sont souvent suivis de prépositions comme de ou de prépositions relatives, propositions relatives comme qui, que ou dont pour préciser davantage d'où, quoi ou de qui on parle. Exemple d'utilisation des pronoms démonstratifs. Celui de Paul est plus rapide. Paul's one is faster. Celui remplace un nom masculin singulier, par exemple ordinateur. Celle qui chante est ma sœur. The one who is singing is my sister. Celle remplace un nom féminin singulier, par exemple fille. Ceux que tu vois là-bas sont mes amis. Those ones you see over there are my friends. Ce remplace un nom masculin pluriel, par exemple homme. Celles que j'ai choisies sont plus belles. The ones I choose are prettier. Celle remplace un nom féminin pluriel, par exemple fleur. Pronoms démonstratifs et prépositions. Les pronoms démonstratifs sont souvent utilisés avec des prépositions comme de, à, pour, etc. pour indiquer la possession, la provenance, la destination, etc. Exemple avec préposition. Celui de Jean est cassé. John's one is broken. Celui indique la possession, se référant à un objet masculin. Celle à qui j'ai parlé était très gentille. The one I speak to was very nice. Celle est utilisée avec a pour indiquer une personne féminine.
Pronoms démonstratifs et propositions relatives. Les pronoms démonstratifs peuvent également être suivis de propositions relatives pour ajouter plus de précision ou d'informations sur le nom qu'ils remplacent. Exemple avec proposition relative. Celui qui a gagné est très talentueux. The one who won is very talented. Celui est suivi de la préposition relative qui. Ceux que j'ai rencontrés étaient très sympathiques. The ones I met were very friendly. Ce est suivi de la proposition relative que. Numéro 5, pronom démonstratif invariable. Ceci, cela, ça. Ne confondez pas. Ne vous confondez pas. En plus des pronoms démonstratifs mentionnés ci-dessus, il existe également des pronoms démonstratifs invariables, utilisés pour désigner des choses de manière plus générale ou abstraite. Ce, c'est-à-dire quoi? Utilisé principalement dans les constructions impersonnelles ou dans les expressions comme c'est ou ce sont. C'est difficile à croire. It's hard to believe. Généralement, il est utilisé avec le verbe être. Ceci et cela. Utilisé pour désigner quelque chose qui est proche, ceci, ou éloigné, cela. Ceci est intéressant. This is interesting. Cela semble compliqué. That seems complicated. Ça, fort familière de cela, couramment utilisé dans la langue parlée. Ça va bien? Is that okay? Particularité des pronoms démonstratifs. Accentuation sur l'éloignement ou la proximité en utilisant ceci pour ce qui est proche et cela pour ce qui est loin. On peut exprimer une distinction entre deux éléments ou notions. Utilisation avec les verbes d'état. Ce est souvent utilisé avec les verbes d'état comme être pour des affirmations générales. C'est une bonne idée. It's a good idea. Les adjectifs indéfinis tout, toutes, tout, toutes. Les adjectifs indéfinis en français sont, utilisés pour exprimer une idée de totalité, d'ensemble ou de généralité. Ils indiquent que l'on parle de la totalité des éléments d'un groupe ou d'une quantité indéfinie. Parmi ces adjectifs, tout, toutes, tout, toutes sont les plus courants. Les formes des adjectifs indéfinis. Les adjectifs indéfinis tout, toutes, tout, toutes s'accordent en genre masculin ou féminin et en nom singulier au pluriel avec le nom qu'ils modifient, comme tous les autres adjectifs. Utilisation des adjectifs indéfinis. Les adjectifs indéfinis toutes, tout, parfois prononcés tous, toutes sont utilisés pour indiquer la totalité d'un ensemble, d'un groupe ou d'une catégorie. Par exemple, ces formes sont utilisées pour indiquer la totalité ou l'intégralité d'une chose ou d'un concept singulier. Si, par exemple, nous avons la forme féminine, c'est-à-dire tout et toutes. Exemple, tout le livre est intéressant. The whole book is interesting. Livre est masculin singulier, donc on utilise tout. Toute la ville est en fête. The whole city is celebrating. Ville est féminin singulier, donc on utilise toute. Utilisation de tout masculin pluriel et tout féminin pluriel. Ces formes sont utilisées pour indiquer l'intégralité d'un groupe ou d'une collection de choses ou de personnes au pluriel. Exemple, tous les livres sont présents. All the students are. Tous les élèves sont présents. All the students are present. Élève est masculin pluriel, donc on utilise tout. Toutes les fenêtres sont ouvertes. All the windows are open. Fenêtre est féminin pluriel, donc on utilise toutes. Particularité et nuance des adjectifs indéfinis. Tout comme adverbe. Tout peut également être utilisé comme un adverbe signifiant complètement ou entièrement et reste invariable. Exemple, elle est tout étonnée. She's completely surprised.
Distinction entre tout et toutes avec et sans article défini. Quand on utilise tout et toutes avec un article défini, les, cela signifie tous les éléments du groupe. Sans article, tout et toutes peuvent être plus généraux. Tous les jours, je vais à l'école. Every day, I go to school. Chaque jour, sans exception. Toutes les personnes ont applaudi. All the people present applauded. Toutes les personnes présentes dans un certain groupe défini. Exemple supplémentaire avec les adjectifs indéfinis. Tout le temps ou tout le temps, all the time, toute la matinée, all morning, tous les amis, all the friends, toutes les maisons, all the houses. Expression de la totalité et de la généralité. Les adjectifs indéfinis tout, toutes sont souvent utilisés pour exprimer la totalité de quelque chose, que ce soit dans un contexte concret ou abstrait. Exemple concret. Tout le monde est venu à la réunion. Everyone came to the meeting. Ici, tout le monde exprime la totalité des personnes. Toutes les voitures de la rue sont garées. All the cars on the street are parked. Indique que l'intégralité des voitures présentes dans un lieu spécifique est concernée. Exemple abstrait. Tout est possible. Everything is possible. Exprime une possibilité générale sans restriction. Toute question mérite une réponse. Every question deserves an answer. Exprime une généralité. La négation en français. En français, la négation est utilisée pour exprimer l'absence d'action, d'état ou de qualité. La structure la plus courante de la négation est ne pas, mais il existe d'autres formes de négation qui expriment des nuances spécifiques comme ne, jamais, never, ne plus, no longer, not anymore, ne rien, nothing, et ne personne, nobody, no one. Ne jamais, never. La négation ne jamais est utilisée pour indiquer qu'une action n'arrive jamais ou ne se produit pas. Structure sujet, ne, verbe, jamais. Exemple, je ne fume jamais, I never smoke, indique que l'action de fumer ne se produit jamais. Elle ne mange jamais de viande, she never eats meat, indique qu'elle ne mange pas de viande du tout, à aucun moment. Nous ne sortons jamais le dimanche, we never go out on Sundays, indique que sortir le dimanche ne se produit jamais. Ne plus, no longer, not anymore. La négation ne plus est utilisée pour exprimer qu'une action ou un état qui existe auparavant n'est plus en cours ou ne se produit plus. Structure sujet, ne, verbe, plus. Exemple. Il ne travaille plus ici. He no longer works here. Indique qu'il travaillait ici auparavant, mais ce n'est plus le cas. Nous ne mangeons plus de sucre. We don't eat sugar anymore. Indique que nous mangions du sucre avant, mais ce n'est plus le cas. Elle ne veut plus partir. She no longer wants to leave. Indique qu'elle voulait partir avant, mais ce n'est plus le cas. Ne rien, nothing. La négation ne rien est utilisée pour indiquer l'absence totale de quelque chose ou pour dire qu'une action n'apporte aucun résultat. Structure, sujet, ne, verbe, rien. Je ne vois rien. I see nothing ou I don't see anything. Indique que la personne ne voit absolument rien. Il n'a rien fait aujourd'hui. He did nothing today. Indique qu'il n'a rien fait du tout. Nous ne savons rien à ce sujet. We know nothing about it. Indique une absence totale de connaissance. No personne, c'est-à-dire nobody ou no one.
La négation « ne personne » est utilisée pour indiquer l'absence de quelqu'un ou pour dire qu'une action n'a été effectuée par personne. Sujet ne, verbe personne. Exemple, personne ne m'a aidé, nobody helped me, indique que pas une seule personne n'a apporté d'aide. Il n'y a personne ici, there is nobody here, indique l'absence totale de présence. Je ne connais personne dans cette ville, I don't know anyone in this city, indique que la personne ne connaît absolument personne dans cette ville. Position des mots de négation. No est placé avant le verbe conjugué et l'autre partie de la négation, c'est-à-dire jamais, plus rien, personne, est placé après le verbe. No, jamais. Je ne vais jamais au cinéma. I never go to the cinema. No plus. Il ne joue plus au tennis. They no longer play tennis. No rien. Nous ne voulons rien entendre. We don't want to hear anything. No personne. Il ne voit personne dans la rue. She doesn't see anyone in the street. Particularité et note importante. Dans le cas des temps composés comme le passé composé, la négation ne jamais, ne plus, ne rien entoure l'auxiliaire avoir ou être, tandis que ne personne entoure le verbe entier. Il n'a jamais voyagé en avion. He has never traveled by plane. Nous n'avons rien vu. We saw nothing, mais faites attention pour personne. Personne se place après le participe passé. Je n'ai vu personne. I saw no one. Ne personne, ne rien en début de phrase. Exemple. Personne ne sait ce qui s'est passé. Nobody knows what happened. Rien ne change dans cette ville. Nothing changed in this city. Faites attention, on ne dit pas personne ne sait pas. C'est une erreur courante, mais évite cette erreur. Personne ne sait ce qui s'est passé. On ne dit pas rien ne change pas. Non, rien ne change. La localisation temporelle en français. La localisation temporelle en français permet de situer des actions ou des événements dans le temps. Cela comprend des mots ou des expressions qui indiquent quand quelque chose se produit, combien de temps cela dure, à quelle fréquence cela se produit et pour combien de temps cela se produit. Ces indications de temps sont essentielles pour structurer des phrases et des récits de manière logique et chronologique. Voici quelques adverbes et expressions de temps couramment utilisés en français pour indiquer la localisation temporelle. Pendant, c'est-à-dire during, for. Pendant est utilisé pour indiquer une durée pendant laquelle une action se déroule. Il est souvent utilisé avec des expressions de temps pour montrer combien de temps une action dure. Exemple. Elle a étudié pendant 2 heures. She studied for 2 hours. Indique la durée de l'action d'étudier. Pendant l'été, nous allons à la plage. During the summer, we go to the beach. Indique une période de temps spécifique. Souvent, often. Souvent est un adverbe de fréquence utilisé pour indiquer qu'une action se produit fréquemment. Je vais souvent au cinéma. I often go to the cinema. Indique que l'action de aller au cinéma se produit fréquemment. Il pleut souvent en automne. It often rains in the fall. Indique que la pluie est fréquente en automne. Toujours, always ou still. Toujours peut signifier toujours en tant qu'adverbe de fréquence ou encore pour indiquer une continuité. Exemple pour toujours, always. Elle est toujours en retard. She's always late. Indique que l'action d'être en retard se produit tout le temps. Nous serons toujours amis. We will always be friends. Indique une continuité permanente de l'amitié. Exemple pour toujours, still. Il est toujours en train de travailler. He is still working. Indique que l'action de travailler continue à ce moment précis.
Parfois ou quelquefois, c'est-à-dire sometimes, parfois et quelquefois sont utilisés pour indiquer qu'une action se produit de temps en temps, mais pas régulièrement. Exemple, je lis parfois avant de dormir. I sometimes read before sleeping, indique que la lecture n'est pas une action quotidienne, mais qu'elle se produit occasionnellement. Nous allons quelquefois au musée. We sometimes go to the museum, indique une fréquence occasionnelle. Rarement, rarely. Rarement est utilisé pour indiquer qu'une action se produit très peu fréquemment. Exemple, il regarde rarement la télévision. He rarely watches TV. Indique que l'action de regarder la télévision est peu fréquente. Nous sortons rarement le soir. We rarely go out in the evening. Indique que sortir le soir est inhabituel. Jamais, never. Jamais est utilisé pour indiquer qu'une action ne se produit pas du tout. Utilisé souvent avec ne pour former une négation. Nous avons déjà parlé de ce sujet. Exemple, je ne fume jamais, I never smoke, indique que l'action de fumer ne se produit pas du tout. Ils n'ont jamais visité Paris. They have never visited Paris, indique que l'action de visiter Paris ne s'est jamais produite. 7. Déjà, already. Déjà utilisé pour indiquer qu'une action s'est produite plus tôt que prévu ou avant maintenant. Elle a déjà fini ses devoirs. She has already finished her homework. Indique que l'action est terminée plus tôt que prévu. As-tu déjà visité ce musée? Have you already visited this museum? Question sur une action passée potentielle. Encore, again ou still. Encore peut signifier again pour indiquer une répétition, ou still pour indiquer une continuité. Exemple pour encore, again. Peux-tu répéter encore? Can you repeat again? Indique une demande de répétition. Exemple pour encore, still. Elle est encore à l'école. She is still at school. Indique que l'action d'être à l'école continue à ce moment précis. 9. Depuis, since, for. Depuis est utilisé pour indiquer le point de départ d'une action ou d'un état qui continue dans le présent. Je vis ici depuis 2010. I have been living here since 2010. Je ne sais pas. Mon anglais sucks. Indique le début de l'action en 2010 qui continue jusqu'à maintenant. Elle attend depuis 2 heures. She has been waiting for 2 hours. Indique que l'attente dure depuis 2 heures et continue encore. Les pronoms y et en français. Indiquez le lieu. Les pronoms y et on sont des pronoms adverbiaux en français qui sont utilisés pour remplacer des compléments de lieu, mais ils ont des usages distincts. Ils servent à éviter la répétition et à rendre les phrases plus fluides. Le pronom y. Le pronom y est principalement utilisé pour remplacer un complément de lieu introduit par les prépositions à, dans, en, sur et d'autres prépositions de lieu. Il remplace également des compléments d'objet indirect, COI, introduits par à, lorsqu'il ne se réfère pas à une personne. Utilisation de Y pour le lieu. Y est utilisé pour remplacer des compléments de lieu afin d'indiquer où une action se passe ou vers où elle se dirige. Exemple, je vais à Paris, j'y vais. I'm going to Paris, I'm going there. Y remplace à Paris pour indiquer la destination. Elle habite en France, elle y habite. She lives in France, she lives there. Y remplace en France pour indiquer le lieu de résidence. Ils sont sur le toit, ils y sont. They are on the roof, they are there. Y remplace sous le toit pour indiquer l'endroit où ils se trouvent. Position du pronom Y dans la phrase. Y se place généralement devant le verbe conjugué ou entre l'auxiliaire ou le participe passé dans les temps composés.
Tu vas à la bibliothèque? Oui, j'y vais. Are you going to the library? Yes, I'm going there. Nous avons été à la plage. Nous y avons été. We went to the beach. We went there. Le pronom on. Le pronom on est utilisé pour remplacer des compléments de lieu introduits par la préposition de ou des expressions indiquant la provenance ou l'origine. On est également utilisé pour remplacer des quantités. L'utilisation de on pour le lieu. On remplace les compléments de lieu indiquant la provenance introduits par de. Je reviens de Paris, j'en reviens. I'm back from Paris, I'm coming back from there. On remplace de Paris pour indiquer la provenance. Il sort de la maison et l'on sort. She's coming out of the house, she's coming out of it. On remplace de la maison pour indiquer le lieu d'origine. Ils descendent de l'avion, ils en descendent. They are getting off the plane, they are getting off it. On remplace de l'avion pour indiquer le lieu de départ. Position de pronom on dans la phrase. On se place généralement devant le verbe conjugué ou entre l'auxiliaire et le participe passé dans les temps composés. Tu viens de l'école? Oui, j'en viens. Are you coming from school? Yes, I'm coming from there. Nous avons parlé de ce sujet. Nous en avons parlé. We talked about that subject. We talked about it. Différence clé entre Y et on. Y remplace des compléments de lieu introduits par à, dans, en, sur, etc. et des compléments d'objet indirects avec à. Je pense à mon voyage, j'y pense. I'm thinking about my trip, I'm thinking about it. On remplace des compléments de lieu introduits par de et des quantités. Il part de ses vacances, il en parle. He talks about his holidays, he talks about them. Utilisation de Y et on dans la même phrase. Il est possible d'utiliser Y et on dans la même phrase. Bien que ce soit relativement rare, dans ce cas, Y se place avant on. Exemple. Tu as des livres dans cette bibliothèque? Oui, j'y en ai quelques-uns. Do you have books in that library? Yes, I have some there. Y remplace dans cette bibliothèque et on remplace des livres. L'autre phrase courante qu'on utilise souvent, c'est il y en a. Y au début, on à la fin. Particularité et restriction. Y et on ne remplacent pas les personnes. Lorsqu'il s'agit des personnes, on utilise des pronoms comme lui, elle, elle. Je pense à John, je pense à lui. I'm thinking about John, I'm thinking about him. Je parle de Marie, je parle d'elle. I'm talking about Mary. La comparaison en français comparatif du nom et de l'adjectif. Nous allons nous focaliser sur le nom et l'adjectif seulement. En français, le comparatif est utilisé pour comparer deux éléments entre eux. On peut comparer des noms, quantités, ou des adjectifs, qualités, en utilisant des expressions spécifiques qui indiquent la supériorité, l'infériorité ou l'égalité. Comparatif du nom. Le comparatif du nom est utilisé pour comparer la quantité de deux éléments. Il exprime s'il y a plus, moins ou autant d'un certain nombre entre deux groupes ou individus. Forme du comparatif du nom. Plus de que, more than indique une quantité supérieure, plus de que, less than indique une quantité inférieure, autant de que, as much, many as indique une égalité en quantité. Structure plus, moins, autant de, non que. Exemple. Désolé. Elle a plus de livres que lui. She has more books than him. Plus de livres indique une quantité de livres supérieure par rapport à lui. Nous avons moins de devoirs que la semaine dernière. We have less homework than last week. Moins de devoirs indique une quantité de devoirs
de devoirs inférieurs par rapport à la semaine dernière. Ils ont autant de patience que leurs parents. They have as much patience as their parents. Autant de patience indiquait une égalité de quantité de patience entre eux et leurs parents. Les comparatifs de l'adjectif. Le comparatif de l'adjectif est utilisé pour comparer des qualités ou des caractéristiques de deux éléments. Il exprime si un élément est plus, moins ou aussi qu'un autre en termes de quantité. Forme du comparatif de l'adjectif. Plus que, more than, indique une supériorité en qualité. Moins que, less than, indique une infériorité en qualité. Aussi que, as, indique une égalité en qualité. Structure, c'est plus, moins, aussi, adjectif et que. Exemple. Marie est plus intelligente que Pierre. Mary is more intelligent than Pierre. Plus intelligente indique que Marie a une intelligence supérieure à celle de Pierre. Ce film est moins intéressant que l'autre. This movie is less interesting than the other one. Moins intéressant indique que le film a une qualité d'intérêt inférieure à l'autre. Mon appartement est aussi grand que le tien. My apartment is as big as yours. Aussi grand indique que les deux appartements ont la même taille. Point clé à retenir. Pour le comparatif de nombre, utilisez plus de, moins de ou autant de avec un nom pour comparer des adjectifs. Pour le comparatif de l'adjectif, utilisez plus, moins ou aussi avec un adjectif pour comparer des qualités. Les structures plus que, moins que ou autant aussi que sont suivies de que qui introduit le second élément de la comparaison. Exemple supplémentaire. Il y a plus de neige cette année que l'année dernière. There is more snow this year than last year. Comparatif du nom. Cet hôtel est moins cher que l'autre. This hotel is less expensive than the other one. Comparatif de l'adjectif. Elle parle autant de langues que son frère. She speaks as many languages as her brother. Comparatif du nom. Ce gâteau est aussi délicieux que celui que tu as fait hier. This cake is as delicious as the one you made yesterday. Comparatif de l'adjectif. Exception et note importante. Certains adjectifs ont des formes irrégulières au comparatif. Par exemple, bon, good, va devenir meilleur, better. Mauvais, bad, pire, worse. Exemple, ce livre est meilleur que l'autre. This book is better than the other. La situation est pire qu'avant. The situation is worse than before. Pour indiquer une égalité ou une comparaison avec un verbe, on utilise autant que. Exemple, il travaille autant que moi. He works as much as I do. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Mustafa Teaches French. Et également, je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.